Bienvenue dans le podcast du Fourgon Voyageur. Toi, tu es en France depuis un mois. Moi, je viens de te rejoindre. Pourquoi tu es rentré en France? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rentres en France? Je suis rentrée parce que ma mère était malade et du coup, elle avait besoin de moi. Ouais. T'as pu prendre l'avion du coup, depuis la Grèce? Ouais, j'ai pris l'avion depuis la Grèce. On était quand là? On était en mai, c'était le déconfinement en France, donc début mai. Ouais. J'ai pris l'avion depuis la Grèce. C'était comment? C'était une sacrée aventure. J'ai passé toutes les frontières sans problème, écoute. L'aéroport, il y avait du monde dedans? Il y avait personne à l'aéroport. J'ai jamais vu un aéroport aussi vide, c'était flippant. Il y avait combien d'avions qui partaient de l'aéroport d'Athènes l'après-midi? Il y en avait... L'après-midi, je crois qu'il y en avait 3. 3 avions. Et même à l'aéroport de Genève, où c'était quand même déconfiné depuis quelques temps, je crois qu'ils n'ont jamais été vraiment confinés. Il y avait personne à l'aéroport. Le taxi que j'ai pris m'a dit, je suis arrivée le soir, elle m'a dit, vous êtes la première cliente que j'ai. Oh, ça m'a choqué, quoi. Il a passé sa journée à l'aéroport et il n'y a eu personne. Ouais. Donc là, on est mi-mai et toi, tu arrives un samedi d'Athènes jusqu'à Genève. Ouais. Et tu dors où finalement? Alors, comme il n'y avait pas de train le soir, j'ai dormi à l'hôtel. Donc il y avait des hôtels ouverts mi-mai en Suisse. Ouais, il y avait des hôtels ouverts à un étranger qui vient de Grèce. Exactement. Pas de problème. Alors que normalement c'était interdit en tant qu'étranger de rentrer en Suisse et d'y rester. Sur le papier. Sur le papier, mais ouais, j'ai eu aucun contrôle. J'ai juste eu à la douane à dire que j'avais un billet de train pour la France et ils m'ont laissé passer sans aucune vérification. Ok. Ouais. Et après j'ai passé ma nuit à l'hôtel. Il y avait un protocole spécial dans l'hôtel Non, le classique, le plexiglas, le masque dans le gars de l'hôtel avait un masque. Après rien de particulier, non. Et le lendemain, du coup, tu as pris le train de Genève pour aller jusqu'à Romans-sur-Isère. Ouais. Un train direct? Oui, un train direct. Ça c'était pratique parce que le Roman Express. Hâte d'être arrivé, ouais. Oui, c'est la ligne qui fait Genève-Valence. Et là pareil, passage de douane, aucun contrôle, même le douanier qui m'a dit ah mais il y a un train à cette heure-là. Voilà, donc ils étaient vachement inquiets de savoir qui passait les frontières. Et dans le train par contre là, c'était un siège sur 2 était occupé. Bon, il y avait vraiment personne, on devait être 20 dans le train au départ. Sinon il y avait un siège sur 2 qui était barré où on n'avait pas le droit de s'asseoir et masque obligatoire. Et voilà. Ok. Ouais. Et du coup, oui, moi je t'ai rejoint là avant-hier. Aujourd'hui on est le 15 juin. Je suis arrivé en France le 13 juin. Après avoir fait, non pas pris l'avion, mais pris la route en restant dans l'espace Schengen. Voilà. Donc j'ai fait Grèce, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Allemagne, Autriche, Suisse, France. Et pour toi, les passages de frontières, c'était comment? Est-ce que il y a eu des problèmes? Quel a été le pire endroit où ça a été compliqué de traverser? Moi, le pire, je pense, c'était dans ma tête, parce que j'avais vraiment l'inconnu de me dire, est-ce qu'ils vont me laisser passer? Parce que sur les sites de des ambassades, j'ai regardé toutes les ambassades de chaque pays, les ambassades de France dans chaque pays. À chaque fois, c'était inconnu, en fait, ils savaient pas. Ou alors, c'était ne prenez pas la route, ils ne vous laisseront pas passer. Ah, le stress. Et donc, moi, j'y suis allé en me disant, quand même, il y a un papier qui a été fait par le ministère de l'Intérieur qui me permet normalement de rentrer. Un truc pour dire, en gros, je suis en transit. Donc moi, c'est ce que j'ai fait à chaque frontière, juste dire, je suis en transit. Mon but, c'est de rentrer en France. Et j'ai jamais eu de refus. Ça s'est très bien passé. Il y a la frontière, l'endroit le plus strict, je dirais que c'était la Hongrie. Parce que dans la Hongrie, il y avait une vraie volonté de nous laisser uniquement sur l'autoroute et de ne prendre que des aires de repos qui étaient dédiées aux gens qui étaient en transit. Donc ils m'ont collé un autocollant sur l'avant et ils m'ont dit, ils m'ont donné un papier aussi m'expliquant toutes les routes que je pouvais prendre et rester comme ça. Donc voilà, j'ai pas cherché à frauder en Hongrie. J'ai fait le trajet dans la journée. J'ai fait Roumanie, Hongrie, Autriche dans la journée. Et en Autriche, j'ai retrouvé un autre pays. J'ai retrouvé une autre Europe en fait. C'est pas la même chose. J'ai beau être resté dans l'Union européenne du début à la fin. Tu sens qu'il y a une grosse différence, ne serait-ce que de richesse ou de mentalité entre
entre ouais, la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche. Ouais. Et le fait, ouais, d'ailleurs, de me retrouver 3 jours après en Suisse, de voir ce contraste entre la Roumanie, euh, ouais, et la Suisse. Faut le vivre pour le comprendre, quoi. C'est Ouais, puis là, incroyable. en le faisant en 3 jours, tu vois vraiment le gap, C'est j'imagine. ça. Ah ouais. C'est ça. Et en fait, tu commences à le comprendre. Enfin, tu le sais d'avance déjà, et tu le vois directement sur les routes, Ah ouais. avec les voitures qui sont pas les mêmes. Donc moi, notre Renault Master de 2005, il était tout à fait à sa place en Roumanie. C'est une belle voiture. Par contre, il faisait un peu de la peine en Suisse. Tu te fais doubler par des trucs, tu sais même pas. Je pense que c'est ouais, c'est le salaire de 10 SMIC en France que tu vois Oh rouler mon devant Dieu. toi. Ah, Euh, j'ai arrêté de compter les Tesla et les ouais. Audi Q, je ne sais pas quoi. Alors que 3 jours avant, tu doublais des calèches en C'est Roumanie, quoi. exactement, des vraies calèches sur C'est la route fou. nationale en Roumanie. T'as des panneaux attention calèche, et là t'as des calèches qui apparaissent. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, ouais. Et, est-ce que tu as été contrôlé dans les pays même ensuite par la police, par exemple? Est-ce qu'ils t'ont embêté par rapport au fait que tu n'étais pas du pays et par rapport au coronavirus? Pas spécialement par rapport au coronavirus, mais après je suis resté à des endroits comme on fait d'habitude. Donc je vais sur Parc Fortnite, je trouve un endroit tranquille où je peux laisser sortir Isis et être au calme pour travailler depuis le fourgon. Et une fois en Roumanie, j'ai été contrôlé d'abord par un gentil gendarme qui m'a dit bon voyage, amusez-vous bien. Et le lendemain par 2 policiers qui m'ont dit dégage. Ah oui, tu m'avais pas dit ça. Pas dégage, mais qui ont été beaucoup moins compréhensifs. Ouais. Après, non, le classique, on était en Autriche là, avec un ami allemand qu'on a rencontré en Grèce, et on s'est fait contrôler par la police autrichienne, mais rien de... Enfin, ça arrive, quoi. C'est bonjour, vos papiers, qu'est-ce que vous faites là, d'où vous venez, le classique. Ils veulent juste s'assurer qu'on n'est pas un danger, qu'on n'est pas en fuite, ou qu'on fait pas un deal de drogue ou n'importe quoi. Voilà, on se formalise pas par rapport à ce genre de choses. Non, c'est cool, c'est cool. En tout cas, ouais, ça me fait bien plaisir de pouvoir être rentré à Romans et de te retrouver, de pouvoir à nouveau être ensemble Ouais, et profiter de la région dromoise, ouais. manger des ravioles, De la pogne, de pas la pomme. encore. Ouais, ouais, ça c'est cool. Ouais. Ok. Et, Bon, t'allais me poser une question? oui, mais d'abord, je veux dire que hier, on avait fait du vélo. Ouais, Première fois depuis un mois qu'on fait du vélo ensemble. ensemble. Ouais, ça c'était super. C'est cool. Bah, d'ailleurs, on est même allé visiter l'endroit où on va rester Ouais. probablement pour les mois prochains. Chez Josie. Merci Josie. Ouais, 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 c'était bien agréable de pouvoir reposer les roues de la Drôme. Reprendre contact avec les bons automobilistes français. Merci de nous klaxonner. Merci. et de nous frôler. De nous frôler gratuitement. Mm. Oui, non, sinon, plus sérieusement, parce que voilà, quand même, on n'est pas en vacances dans ce fourgon. Toi et moi, on a des projets professionnels établis. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, en tant qu'écrivaine, j'écris. Tu as écrit quoi? Des livres? J'écris des romans. Ton premier roman, comment il s'appelle? Le crépuscule d'aurore, enquête au bout du monde. Waouh! Et donc ça, t'as commencé à l'écrire quand? En novembre l'année dernière. En novembre. Donc là, ça fait plus de 6 mois que t'as commencé. Ça t'a pris quand même beaucoup de temps, Ouais. beaucoup de travail. Mm. C'est quoi ton process général? Ben, d'abord, j'écris le livre, donc je l'écris d'une traite. Ça m'a pris 2 mois. Et après, ben, y a toute la partie qu'on oublie. En fait, je pense qu'on est lecteur. C'est la partie correction, relecture, vérification des incohérences. Et ça, en fait, on y repasse. Mon livre, j'ai dû le lire trop de fois. Ouais, c'est terrible. Au bout d'un moment, ça te gave, quoi. Ouais. Ton contenu, tu l'as créé, mais bon, c'est un gros livre. Et après, tu le relis, tu le dissèques, tu améliores des éléments, tu fais plein de choses. C'est un travail de fou. Ouais. Et puis après, je l'ai fait relire à d'autres gens qui m'ont eux aussi fait des retours. Donc à partir de là, j'ai dû retravailler.
Après, il y a comme je l'auto-édite, il y a aussi tout ce qui est création de la couverture, il y a la mise en page, il y a énormément de choses à penser, à faire, et donc c'est pour ça que là, des mois plus tard, il est à peine en vente, j'ai envie de dire. Ouais, il y a énormément de détails qui prennent beaucoup de temps et dont on se rend pas compte quand on lit un livre. C'est comme quand on achète un produit au magasin, quoi. Tu le vois sur l'étalage, tu le prends, tu vas le manger, mais tu t'imagines même pas la quantité de détails qu'il y a derrière à régler, le nombre de personnes qui ont travaillé pour avoir cette chose à cet endroit-là. Ouais. Et là, c'est fou. Et toi, tu lèves cette montagne quasiment toute seule. Tu fais 98% du travail d'auto-édition. Ouais. Et ce que tu veux aussi, c'est ne pas tomber dans les travers de l'auto-édition. Ça veut dire quoi pour toi? Il y en a pas mal au début, en tout cas de l'auto-édition, qui ont publié des romans avec des mauvaises corrections, plein de fautes d'orthographe, des mises en page un peu moyennes, des couvertures un peu bof. Et c'est dans ça que je veux pas tomber parce que c'est, pour moi, c'est un vrai travail, c'est pas juste un truc que je fais à l'arrache et puis je veux en faire mon métier, donc je veux faire ça bien. Mais c'est surtout, pas laisser traîner de fautes d'orthographe, ce qui est hyper dur, des coquilles et tout, faire une belle couverture. Et là, actuellement, tu comptes le mettre en vente quand et comment est-ce qu'on peut avoir accès à ton contenu? Alors actuellement, il est disponible sur Internet, le livre. En entier? Pas en entier. Je le publie du coup chapitre par chapitre. Donc là, on est au chapitre 9, je crois. Donc ça, c'est une première étape. Donc je vais le publier chapitre par chapitre, en accès gratuit pour le moment. Okay. Et ensuite, à terme, il sera publié en version papier et en version numérique sur Amazon d'ici le mois d'août. J'ai pas de date exacte encore. Je suis encore en train de réfléchir à la stratégie, on va dire, parce que ce qui finalement est le plus difficile en tant qu'auteur édité, c'est qu'il y a énormément de contenu qui est produit par les grandes maisons d'édition, par les maisons d'édition indépendantes, par les auto-édités. Il y a une quantité de livres astronomique qui sort tous les jours et c'est de faire sa place dans ce monde-là. C'est très difficile et donc voilà, on essaye des choses pour faire sa place au milieu de tout ce monde qui produit du très bon contenu au demeurant. Donc, voilà. Ouais. T'as aussi créé un compte Instagram d'ailleurs avec ton nom d'auteur. Ouais, mon nom d'auteur qui est Rose. Donc j'ai un compte Instagram qui s'appelle Rose Livre. C'est là où on a une communauté un peu d'auteurs et de lecteurs, on échange beaucoup ensemble. On se soutient en tant qu'auteur auto-édité notamment. Ça fait du bien. C'est un peu moins seul. Parce que c'est vrai qu'au milieu de ce monde-là, au début, quand je me suis lancée, on se sent vraiment, vraiment seul, quoi. On ne sait pas par où passer, comment faire. Et au final, on va vers d'autres gens comme nous qui soit ont déjà traversé le même désert, soit sont en train de le traverser et on se soutient, quoi. Donc ça, c'est cool. Une vraie communauté de soutien, en tout cas. Et donc là, où est-ce qu'on peut lire ton premier chapitre du Crépuscule d'Aurore? Mon premier chapitre, il est disponible sur mon site internet, qui est donc www.roselivre, livre au pluriel, .fr. Qu'est-ce qu'on va y trouver là? Et on va y trouver le premier chapitre. À partir de là, premier chapitre, il va vous donner envie de lire la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que vous me laissez votre adresse mail et moi je vous envoie, vous recevez la suite jusqu'au chapitre 9 tout de suite. Et après, il faudra attendre 3 jours pour avoir le chapitre 10, puis encore 3 jours pour le chapitre 11, etc. Il y a 40 chapitres. Donc voilà, ça vous occupera bien pour l'été. Et si on n'aime pas lire sur support numérique, mais qu'on préfère attendre le livre physique, comment on fait? Alors, vous pouvez me laisser votre adresse mail sur le... Bon, on s'inscrit en bas du chapitre. On s'inscrit comme si on voulait recevoir la suite. Ouais. Et là, comme ça, on est certain d'être tenu au courant.
Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce beau fourgon toutes tes journées? Oh là là, je fais des choses complexes, mais vraiment, vraiment intéressantes. Moi, ça fait un bout de temps là que j'ai un peu changé d'orientation dans ma carrière. À la base, j'étais plus développeur d'applications, créateur de logiciels ou de sites web. Et là, l'été dernier, pour mes 30 ans, j'ai changé un peu de carrière. Je me suis dit je vais tester autre chose. Un truc que j'ai jamais fait, c'est la vente. Voilà. J'ai toujours été développeur, côté technique, par contre, j'ai jamais fait de vente. Et à ce moment-là, ce qui me paraissait vraiment intéressant, c'était de faire de la vente sur Amazon. Et à partir de là, j'ai fait en sorte de pouvoir vendre des produits sur Amazon depuis le fourgon. C'était un process vraiment intéressant. Du coup, j'ai rencontré des fournisseurs, j'ai rencontré des spécialistes du packaging, et j'ai créé comme ça tout un process qui me permet, moi, d'avoir des produits en ligne. Ça, c'était vraiment enrichissant. Juste pour le process, en fait, juste pour se rendre compte que, en fait, comme je disais tout à l'heure, quand tu as un produit qui est là, qui est disponible, de se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière, juste pour créer l'étiquette, pour coordonner les gens qui vont faire l'emballage, pour coordonner les transporteurs, pour faire tout ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On en revient à ce qu'on disait pour l'écriture d'un livre, c'est que il y a le livre et puis il y a tout ce qu'il y a avant. Bah là, toi, c'est le même process au final. Ouais, exactement. Il y a énormément de détails et tu te rends compte que quand tu es seul pour faire ça, d'un coup, tu dois mettre toutes les casquettes sur ta tête et c'était un parcours vraiment, vraiment intéressant. Et donc ça, c'était un peu la fin, je dirais, de 2019 où j'ai beaucoup travaillé sur mettre en place cette chaîne de production au final, complètement externalisée. Et en faisant ça, j'ai mis en vente mes premiers produits sur Amazon. Donc moi, je me suis lancé dans de la nutrition sportive, mais c'est pas forcément ultra important pour que je parle de mon histoire. Mais en fait, en construisant ça, j'ai vu quelque chose, moi, avec mon âme de développeur de logiciels, j'ai vu des problèmes, en fait. Des problèmes dans le côté vendeur pour Amazon, des choses qui étaient difficiles à faire. Et je fais aussi partie d'un groupe, d'un mastermind, où il y a plus de 1000 personnes, et je voyais des problèmes récurrents venir sur la création des images des produits, sur des optimisations avec des trucs un peu techniques. Et moi, en fait, je me suis dit, il y a aucun outil qui permet de faire ça. Je vais voir si, pour mes propres produits, je vais pouvoir créer quelque chose qui va me faciliter la vie. Et de là, en fait, ça, j'ai commencé à travailler dessus en novembre dernier. J'ai créé un projet qui s'appelle IntelliFox et qui a occupé toute mon énergie depuis ces 6 derniers mois. Je suis vraiment à fond dessus. Donc, c'est un projet, c'est une application qui permet d'aider les vendeurs sur Amazon et qui est sortie d'une bêta fin avril, qui a été lancée en bêta fin avril et qui depuis a été très bien reçue dans la communauté dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, j'ai plus de 100 utilisateurs. Donc là, tu as plus de 100 utilisateurs de la version provisoire, en gros, c'est ça, la bêta version? C'est plus vraiment la bêta, puisque j'ai parlé avec beaucoup de mes utilisateurs de bêta pour améliorer le logiciel, pour gommer tous les problèmes, tout ce qui pouvait faire vraiment que c'était une bêta. Okay. Aujourd'hui, c'est sur le papier, enfin dans ma tête, ça reste une bêta, mais c'est quelque chose qui est quand même utilisable par un grand nombre et qui apporte de la valeur. Une tétra, quoi. Ouais, ça c'est vraiment cool et c'est ce qui occupe la plupart de mon temps aujourd'hui, à la fois sur un support des clients actuels, parce que c'est tous des clients payants, donc moi j'ai une responsabilité envers eux de leur fournir le service, de faire en sorte que le logiciel il fonctionne, que tout tout roule. Et donc il y a le support client et il y a aussi un logiciel, c'est pas juste un truc, je veux dire, c'est pas juste un livre. Non, mais je veux dire, toi la suite de tes histoires, le livre d'après, pour continuer ton travail, tu fais un autre livre. Ouais. Une fois que ton livre il est publié, ouais. Tu vas faire des corrections, mais tu vas le modifier à la marge. Mais oui, le produit lui-même ne sera pas effectivement. Non, ça va être de la promotion après, mais toi aussi tu as une part promotion. Ouais.
Et donc vraiment dans mon produit, moi il faut que je l'améliore pour augmenter apporter des nouvelles fonctionnalités pour permettre à plus de gens de s'identifier au produit et de se dire il faut absolument que je m'abonne pour me faciliter la vie en tant que vendeur sur Amazon. Ah oui, parce que toi, oui, les gens peuvent venir te parler à partir de ta page d'accueil. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est un truc qu'on retrouve pas beaucoup dans la plupart des logiciels qu'on utilise. Il y a une chatbox en bas à droite et en fait quand on a un problème, on peut me parler directement. Ouais. Et si je suis là, je réponds directement. Ah, c'est chouette. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce lien direct avec les clients, de pouvoir directement leur parler sans filtre, d'avoir vraiment le truc qui est là directement. C'est pas un email qu'on envoie avec une réponse qu'on aura dans 24 heures ou 48 heures, c'est direct. Ouais. Et ça te prend pas trop de temps justement de gérer les clients parce que il faut aussi que tu développes ton produit, que tu résolves les problèmes actuels. Bah si, ça me prend énormément de temps. Ouais. Pour l'instant, ma vie elle est consacrée à ça, à énormément régler tous les problèmes clients, travailler sur le produit en lui-même, travailler sur la stratégie marketing, mais c'est tellement intéressant et tellement cool. Oui, ça a beaucoup de valeur pour toi finalement parce que à la fois tu les aides, mais à la fois ils t'aident aussi quelque part. Oui, exactement. Quand des clients ils vont me faire plusieurs fois la même remarque, moi ça va se transformer en un article d'aide ou en une amélioration de la communication, pas mal de choses. Et tout ça, c'est ultra passionnant. C'est vraiment cool d'avoir un produit qui est utilisé par beaucoup de monde et auquel tu donnes beaucoup de valeur en fait. Tu les aides vraiment. Parce que moi, j'aide des gens qui sont vraiment pas techniques à créer les images de leurs produits, à créer leur listing, on va dire optimisé pour Amazon, pour vendre sur Amazon. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool. Et je fais ça, je pars d'un endroit où moi-même, ça résolvait mes propres besoins et d'un truc qui n'existe juste pas sur le marché. C'était le premier podcast du Fourgon Voyageur. Ouais. Un essai de forme et de fond pour vous partager un peu notre quotidien. Notre quotidien, c'est ça. Et on vous parlera la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.